Salut tout le monde. Bonjour. Oh, c'est très fort. Non, ça va marcher comme ça, ouais. Ouais, mais c'est OK. Bon bonjour tout le monde. Du coup, moi je suis David, l'un des cofondateurs de l'agence digitale Colors, une agence spécialisée sur Shopify. Et je suis heureux de recevoir Guillaume pour vous partager l'expérience autour du slip français. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Guillaume, je suis le président fondateur du slip français et je suis un heureux client de David, d'où l'intérêt d'être ici aujourd'hui. On va parler de plein de trucs, évidemment de Shopify et de ce qu'on a pu en faire et des trucs qui ont marché, des trucs qui ont moins bien marché. Hyper ouvert aux questions qui viendront après. En tout cas, ravi d'être là avec vous aujourd'hui et j'espère qu'on nous entend bien. Ouais, ça marche au fond, on nous entend bien. Okay, super. Go. Bon alors, du coup, le slip français, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire? Parce que je sais que cette année était une année un peu particulière. Ouais, j'ai créé le slip français il y a 13 ans. Le slip français, c'est la plus grande marque à fabriquer 100% en France. On fait autour de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, à 70% en ligne. Donc on n'est pas loin d'être les plus grands vendeurs de slips sur Internet en France. J'ai démarré ça sur un pari avec des potes et 13 ans plus tard, on est donc la première entreprise à fabriquer 100% en France avec ce niveau de chiffre d'affaires. On fait travailler 80 usines un peu partout en France. On est, nous, 70 personnes dans l'entreprise. On est 30 au siège à Paris dans le 10e et un peu plus de 30 dans les boutiques. Et effectivement, cette année, ça a été une année assez particulière pour nous parce que si vous avez suivi de près ou de loin, on a lancé notre révolution. Pour vous la faire très courte, pendant 10 ans, j'ai créé une marque qui vendait des slips à 40 euros. Qui était une marque un peu cadeau, un peu gadget pour la fête des pères, pour la fête pour Noël. J'espère que vous avez été des clients. Je regarde dans les sourires si ça a été le cas. Voilà, j'ai un client ici, merci monsieur. Et je vendais ce produit 40 euros puisque je le fabriquais entièrement en France, tricotage, tissage, confection, et que je l'achetais 15 ou 20 euros. Donc je le vendais 40. Mais moi, il y a 13 ans, j'ai voulu raconter une histoire qui était celle de l'industrie française, montrer que c'était possible. Et un slip à 40 balles, quand on fait 20 millions d'euros, à un moment donné, c'est plus possible et ça ne marche pas pour tout le monde. Donc du coup, j'ai dû trouver une solution. Et cette solution, c'était de prendre un méga risque, de dire OK, je vais voir mes usines, j'ai cherché l'image Révolution, je vais voir les usines avec qui on travaille. Et je dis comment est-ce qu'on peut vendre un produit plus accessible, parce que 40 euros un slip, c'est tout simplement 3 fois plus cher que Calvin Klein. Et il faut bien avouer que le beau gosse de Calvin Klein, il est quand même très beau et qu'il a beaucoup plus de budget marketing que nous. Donc au bout de 13 ans, comment se réinventer? Il faut trouver le bon prix pour le bon produit, et c'était pas 40 euros. Donc on a lancé cette révolution avec un slogan qu'on a lancé au mois d'avril dernier qui est « Ça passe ou ça casse ». Et franchement, ça a bien résonné. Il faut croire que malheureusement, les mauvaises nouvelles et les nouvelles un peu inquiétantes, ça fait bien vendre. C'est malheureux, mais c'est très efficace. Et du coup, 8 mois plus tard, on en est à 330 000 pièces vendues, ce qui est assez dingo, à 70% sur Internet et sur notre site Shopify, on va y revenir. Mais 330 000 pièces, et il nous reste quelques semaines. Donc normalement, le 26 décembre, on devrait réussir à tenir notre objectif des 400 000 pièces vendues intégralement en France. Et je peux vous dire que ce n'est pas un petit objectif. Donc voilà, ravi de vous raconter ça plus en détail aujourd'hui. Mais donc notre ambition aujourd'hui, c'est de montrer que le Made in France, c'est possible. C'est super dur, il n'y a que 3% de Made in France en France. Et on veut montrer que si on commence par le slip, ça peut fonctionner. Et que si on veut changer le monde, il faut commencer par changer de slip. Voilà le pitch très réduit pour démarrer. Bon, du coup, on va continuer sur l'année. On reviendra un peu après sur Shopify. Donc cette année, il y a eu Révolution. Il y a eu aussi une deuxième actualité autour de Duralex. Ouais, de Duralex, qui était plus une actualité ponctuelle au mois de septembre. Vous avez tous suivi les redressements judiciaires différents de Duralex, cette marque iconique des Français. Et nous, on a lancé avec eux, on est allé les voir en disant c'est pas possible que cette boîte se plante encore. Il y en a d'autres dans le même tempo. Vous avez vu le Coq Sportif ces derniers temps. Le Coq Sportif, cette marque emblématique qui nous sort un truc de ouf pour les JO. Et malheureusement, ils n'ont pas eu assez de cash pour fabriquer assez de vêtements. Et on est dans l'histoire complètement ubuesque où en fait, ils n'ont pas pu fabriquer assez de vêtements pour réaliser le potentiel commercial de tout l'investissement des JO. Et donc aujourd'hui, depuis quelques jours, cette boîte est en redressement judiciaire. Donc on est une petite boîte, on ne peut pas se lancer au chevet de toutes les entreprises françaises qui ne vont pas bien. Mais en tout cas, Duralex, on est allé voir en disant faisons une OP pour la rentrée. Et on a lancé une campagne qui était trop cool le 2 septembre qui s'appelle Allons enfants de la cantine. Et on est venu là encore tester les limites de Shopify parce qu'on a pris encore un gros boost de notoriété à ce moment-là avec des gros passages télé. Et on a réussi à le convertir. Puisque voilà, pour revenir à nous, le slip, ce qu'on fait, c'est fabriquer des sous-vêtements pour tous les mecs, mais aussi on incarne une certaine vision de la France et de la fabrication française. Avec un slip, c'est un peu chelou, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Alors, je reviens un peu en arrière. Est-ce que tu peux... Alors, on s'est vu il y a à peu près 1 an maintenant pour le lancement. Non, il faut raconter la vraie histoire, David. On s'est vu. Ouais.
Alors moi, j'ai fait la première version de mon site web sur PrestaShop, pour ceux qui connaissent évidemment. Je l'ai bricolé tout seul. Et quand j'ai voulu passer à la deuxième version, j'ai rencontré Colors, qui était dans le paysage du web, comme on dit, depuis longtemps. J'ai rencontré David, il avait la même tête il y a 10 ans à peu près, pareil, peut-être pas les mêmes baskets. Mais il me propose une refonte. Et à l'époque, on n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur la proposition commerciale. Mais je me suis dit, ils sont pas mal ces gens de chez Colors. Et on s'est suivis. Et effectivement, on a internalisé, nous, en 10 ans, plusieurs refontes de PrestaShop. On a construit toute notre architecture autour de PrestaShop, le RP, toutes les briques, tous les outils. Et on est arrivé un peu en limite de ce qu'on pouvait faire. Et surtout, au bout d'un moment, on avait branché tellement de trucs dessus que le PrestaShop était plus très stable. Et on avait une équipe de 4 personnes en interne où on avait par exemple quelqu'un qui regardait, benchait tous les sites en disant dans le panier, est-ce que le bouton doit être plus gros, plus petit? Dans le tunnel de paiement, est-ce qu'il vaut mieux mettre le bouton à cet endroit-là, à cet endroit-là? Et moi, je me dis en fait, on a un site qui n'est pas stable et surtout, moi, mon métier, c'est de faire un bon produit, de bien le raconter, de faire des bons slips. Mon métier, ça ne peut pas être de regarder où doit être un bouton passé à l'étape d'après dans un tunnel de paiement. On rigole, mais c'est vrai. Et je pense que j'ai vu Shopify arriver. Je me dis, en fait, il y a une armée de mecs aux États-Unis qui font ça beaucoup mieux que nous, qui vont décider pour tout le monde où il faut mettre le bouton panier. Et en vrai, je crois que ce n'est pas là où se fait la différence. Et donc, j'ai regardé Shopify évoluer. Et on a échangé avec David, on a benchmarké avec d'autres agences, mais ils sont sortis haut la main du contest. Et donc, les objectifs et enjeux initiaux de la refonte, pour moi, c'était d'avoir un site qui soit dans les standards de marché sur tous les points, je dirais, à peu près standards, de navigation, de catalogue, de conversion, et évidemment qu'il soit un truc qui marche avec plein de briques autour, des briques de CRM, des briques d'acquisition, des briques d'international, des briques de livraison, des briques, là on va lancer un calendrier de l'avant, il y a une brique Shopify qui existe directement. Et voilà, en fait, je crois qu'aujourd'hui, on le sait tous, le contexte marché, il est tellement dur, c'est déjà tellement difficile de bien faire son métier et d'exister en vendant un bon produit au bon prix que globalement, votre outil site web, ça doit être ça doit pas être c'est pas à vous en tant que marque de faire ce travail-là. En tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai et c'est pour ça qu'on a décidé de passer à Shopify. Et là, dans les sujets un peu intéressants en termes de trafic, parce que tout à l'heure, tu parlais justement du Ralex et des points de trafic. Aujourd'hui, là, on est en pleine période de rush dans l'univers du e-commerce. Comment ça tourne Nous, ça tient super bien. On a eu la chance d'avoir un passage sur Capital d'M6, qui est normalement le truc qui te défonce le site web. Et bravo à l'équipe Colors et à la plateforme Shopify, puisque le site il est resté nickel. On a eu des pics à 12 000 ou 15 000 visiteurs simultanés, ce qui est quand même costaud, avec plein de gens en plus qui font des paniers. Donc voilà, on a réussi à bien convertir ce truc-là. Et on espère, dans les semaines à venir, qui sont des grosses semaines, on a réussi à faire un pic on a été flashé à 5,80 de taux de conversion dimanche. Et ça, évidemment, c'est le bon produit au bon prix. Ça, c'est évidemment le premier truc. Mais derrière, la bonne plateforme, le bon merch et voilà, tous les bons points, tous les roulés du parcours client sur le site. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des quelques chiffres, puisque du coup on a lancé le site, parce que tu m'as un peu coupé tout à l'heure, mais on a lancé le site il y a 1 an. Donc on a réussi à faire quand même une première analyse globalement, ce qui s'est arrêté il y a quelques semaines. Hein. Donc on n'a pas les derniers 5,5% de taux de conversion, mais est-ce que tu peux donner un peu les... Ouais, donc on a migré le 16 octobre dernier, donc 2023. Avec nous, un gros enjeu, c'est que Noël, c'est 40% du chiffre d'affaires, donc il ne fallait pas se tanker. Donc à bien regarder quand est-ce que vous faites votre migration, mais c'est un enjeu, et surtout bien anticiper qu'une fois que le site est sorti, vous allez manger 6 mois de gros boulot derrière, et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, et côté agence et côté client. Le boulot, il commence quand le nouveau site il est lancé, enfin il ne commence pas, mais il y a une grosse partie qui arrive après. Et effectivement, on vit une transformation dingue. On était déjà une boîte digitale à 70% de chiffre d'affaires, mais en baissant le prix par 2 avec le projet Révolution, on a réussi à construire x3, x4, x5 de volume. Donc on a plus que relevé notre pari. Et derrière, on a mangé ça, ce qui est génial, mais ce qu'il faut sortir, avec grosse performance de trafic, avec toute la presse qu'on a pu avoir, l'acquisition qu'on a bien déroulée. Le chiffre d'affaires, un gros levier, on y reviendra après, mais CRM, on a la chance d'avoir 400 000 clients opt-in chez nous, donc on en prend très soin. Le sous-vêtement est un produit auquel les hommes sont très fidèles, donc merci à eux. Et du coup, c'est vraiment un trésor pour nous. Et on est venu construire jour après jour, avec beaucoup de travail, beaucoup d'analyse et beaucoup de patience sur tous ces points, avec Alexandra et son équipe, que je salue, de l'équipe Colors, notamment sur la partie CRM, puisque Colors nous accompagne sur différents sujets, dont le CRM. Et on a réussi à construire vraiment un beau succès dans une année compliquée, avec la bonne plateforme. Et je pense en mettant l'énergie au bon endroit, ça veut dire se concentrer sur ce qu'on doit faire nous en tant que marque, le bon produit, le bon prix, le bon discours, et derrière bien travailler sur les outils existants, mais pas réinventer la roue à chaque fois. Et je crois que c'est pour ça qu'on a réussi à sortir ces résultats. Moi, j'avoue que dans ces résultats, ce qui m'impressionne le plus finalement, c'est le fait que ton prix de produit, il a baissé,
que ton panier moyen, il a quand même augmenté et que du coup, ton CA a augmenté. Enfin, c'est assez... Ouais, en fait, le panier moyen, c'est intéressant. En fait, on est passé d'une marque cadeau à 40 € le slip, où les gens allaient acheter un, deux slips en cadeau et parfois un pack de 3. On a divisé le prix par deux à presque 18 € le slip à l'unité, mais du coup, les gens, ils les achètent dans un achat d'équipement. Et là, ils vont les acheter par 6, 7, 8 parce que le prix va être dégressif. Donc en fait, le panier moyen, on arrive à l'augmenter parce que les gens, ils achètent moins cher le slip, mais plus de slip. Et du coup, on est en train, enfin c'est vraiment le chiffre qui montre qu'on est en train de devenir la marque d'équipement des slips des Français. Et moi, c'est mon objectif, c'est que tous les Français puissent acheter un slip au bon prix. Et je pense que je ne suis pas encore au bon prix. Le bon prix, si vous allez chez Carrefour, ben, en fait, tous les sous-vêtements, ils sont à 29 € les 3. Aujourd'hui, nous, on est à 29 € les 2. Donc j'ai encore 30% de productivité à aller chercher. Mais ça, c'est pas sur Shopify, c'est à l'usine, c'est un autre sujet. Mais voilà, le bon produit au bon prix, c'est notre job. Alors, du coup, tu parlais tout à l'heure du CRM. Est-ce que tu peux nous donner un peu aujourd'hui toute la stratégie que vous avez mis en place? Parce que c'est quand même un des gros leviers de croissance. Hein. Ça fait partie clairement de la stratégie de l'année. Ouais, bah là, vous le vivez tous comme nous. Le contexte marché, il est très dur. C'est dur de faire du chiffre d'affaires en ce moment, quel que soit votre métier. Bon, en tout cas, si c'est pas dur pour vous, bah, vous avez de la chance parce que chez nous, c'est dur. On a eu la chance d'avoir une marque qui a un bon niveau de notoriété. On sait que l'acquisition, bah, c'est très dur. Sur Meta, sur Google, tout ce que vous voulez, c'est très dur. Ça coûte très cher. On a la chance d'avoir 400 000 clients en base et beaucoup de prospects aussi à aller chercher. Le CRM, c'est un levier dingue et en fait, on se mettait beaucoup de limites. On se disait, bah, en fait, il faut envoyer 2 newsletters par semaine parce qu'on va faire chier les gens. Mais en fait, on a arrêté de réfléchir avec les contraintes. On s'est dit, mais en fait, si on a un contenu de qualité et que toute l'énergie qu'on pouvait mettre sur les réseaux sociaux, à faire des stories tous les jours, à essayer de craquer TikTok et tout, on se dit, en fait, on va adresser un contenu de qualité d'abord à nos clients. En fait, nos clients, ils sont surtout la moyenne d'âge est à 40-45, donc ils sont quand même beaucoup plus dans nos emails tous les jours que sur Instagram ou sur TikTok. Ça n'empêche pas de faire TikTok, pour l'instant on n'a pas réussi à bien le craquer, ça viendra peut-être. Mais du coup on a mis beaucoup d'énergie avec Alexandra là, et l'équipe vraiment pour bien travailler, bien comprendre l'ouverture, le clic, la récence d'achat et vraiment regarder en détail ce qu'on faisait peu avant. Aujourd'hui on écrit une newsletter par jour, envoyée à un minimum de 5 segments clients par jour. Et oui, on a un peu de désabonnement, mais un taux qui reste très raisonnable de 0,2, 3. C'est chiant, mais on a tellement plus à gagner en travaillant ce truc-là, en rentrant aussi dans les codes d'une marque d'équipement, en fait, en benchant. Quand on regarde Calvin Klein, Eminence ou les autres, en fait, c'est des gens qui travaillent beaucoup le prix et qui envoient beaucoup de newsletters. Mais en fait, ok, on va peut-être perdre un peu de désabonnement, mais à la fin, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a aussi ce combat du Made in France et un engagement très fort. Bah, si on arrive à faire ressentir ça dans chaque newsletter, on fait du chiffre d'affaires. Et du coup, on a bossé comme des dingues. Enfin, il n'y a pas de recette magique. Hein. Et Alexandra, on sera témoin. On fait une newsletter par jour déclinée en 5 segments. Et c'est jamais la même histoire. C'est pas on a changé l'ordre des visuels. C'est une histoire différente chaque jour. Donc c'est un engagement de taf. Et je sais de quoi je parle parce que c'est moi qui les sors chaque jour. Pour vous dire aussi l'engagement du truc. Mais à la fin, ça fait ses résultats de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, le CRM, il pèse entre 50 et 70% du chiffre d'affaires entreprise. Et on va faire 15 millions de chiffre d'affaires sur le web cette année. Donc ouais, c'est du boulot, ouais, c'est pas marrant tous les jours parce qu'il faut trouver une idée chaque jour et c'est dur, mais à la fin, dans un contexte compliqué, ça paye et on a le bon combo Klaviyo, Shopify et voilà, on se fait pas de nœud de savoir si c'est le bon outil ou pas. C'est l'outil de marché, tout le monde l'utilise, il est bien branché, on sait l'utiliser et feu quoi. Oui, c'est assez impressionnant parce que du coup, aujourd'hui, le volume d'emails, c'est une centaine d'emails différents qui sont paramétrés dans Shopify que vous allez actionner en fonction de différents flows, Ouais. de différents segments clients. Parce qu'effectivement, l'email principal des clients 5 segments, c'est la newsletter tactique, donc en tout cas la news éditoriale, et elle est complétée de tout ce qui peut être flow, les flows d'anniversaire, de relance panier, de récence, de récurrence, tout ça. Donc il y a beaucoup de scénarios automatiques, mais c'est vrai que c'est un boulot immense, mais à la fin, voilà, nous, quand on s'est dit qu'est-ce qu'on a comme actif cette année, on a cette base client de gens qui connaissent la marque, les adresser sur Meta, en fait, ça nous coûte beaucoup de sous et en fait, c'est peut-être pas très différenciant, mais bien le travailler en CRM, c'est un levier de dingue et nous, en tout cas, on a branché la machine à s'améliorer, à creuser, à bien échanger avec les équipes Klaviyo pour progresser et bien comprendre ce qu'on fait. Et j'ajoute, il y a évidemment la partie CRM email, mais la partie CRM SMS. Et c'est aussi très efficace quand c'est bien utilisé. Et encore une fois, je reviens au début. Nous, notre métier, et je pense que le métier des marques, c'est d'avoir une histoire singulière à raconter. Nous, on raconte le fait de sauver l'industrie textile française. Donc, ça explique qu'on envoie peut-être un peu plus de SMS. Et voilà, si on est relou au bout d'un moment, tant pis. Mais
mais on va chercher du chiffre d'affaires puisque c'est comme ça qu'on peut pérenniser une entreprise qui essaie de faire différemment. Bon, du coup, cette année, globalement, le slip va bien, malgré ce qu'on peut entendre par endroits et par moments. Je vais pas rassurer parce que le slip va bien, oui. Le slip va mieux qu'au début du mois de mars où je ne savais pas comment on allait payer les salaires, parce que c'est vraiment ça la réalité de 2024 pour nous. On devrait finir l'année au global 10% de croissance, tous canaux confondus. On a fermé 10 boutiques, parce qu'il n'y a aucune marque de sous-vêtements pour hommes qui a des boutiques en France. Donc on avait ouvert des boutiques dans une logique de marque de mode, mais en fait on n'est pas une marque de mode, on est une marque d'équipement. Et à la fin, avoir des boutiques parce que c'est cool ou que ça fait rêver, en fait si on n'est pas capable de payer les gens à la fin, ça ne marche pas. Donc toute cette stratégie, elle vient aussi d'un devoir de réalité par rapport au marché et à nos performances. Donc on devrait réussir à faire plus 10% de chiffre d'affaires cette année. C'est dingue, mais voilà, il faut qu'évidemment, dans ce contexte qui est toujours un peu plus compliqué chaque jour, qu'on arrive à appuyer sur les bons leviers pour se maintenir et surtout voilà, écrire une boîte qui fait du résultat net, qui génère du cash et qui sera encore là dans quelques années pour montrer que c'est possible. Mais si je reviens au pitch de départ, on fabrique tout en France, personne ne fait ça. Il n'y a que 3% des gens qui font ça. Donc voilà, soit je me dis que je fais différemment et je ne me pose pas de questions sur les trucs qui marchent, soit je ne serai pas là l'année prochaine et le ça passe ou ça casse, il sera malheureusement... le Made in France, c'est compliqué et personne n'y arrive. Donc, bon, du coup, tu comptes un peu sur tout le monde ici aussi voilà, pour exactement. Je suis Noël. dans une espèce de ça va, mais pas top. Vous voyez, une espèce d'entre-deux. Parce que le truc, ce qui est terrible, c'est que si on dit ça va, c'est top, ça cartonne, en fait, on n'intéresse plus personne. Donc voilà, on a une réalité, vous l'avez compris, qui est rugueuse, mais qui donne aussi du sens à ce qu'on fait. Et je crois qu'on doit tous, commerçants au sens large ici, se dire ça. Aujourd'hui, c'est difficile de convaincre des clients, quel que soit votre métier. Donc faites les choses bien, avec beaucoup de cœur et sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, merci Guillaume pour ce témoignage. S'il y a des questions peut-être, ou des interrogations, que ce soit sur le CRM, sur Shopify, sur le slip. Yes. Est-ce que vous vendez à l'étranger ? On vend très peu à l'étranger. Enfin, on fait 7-8% du chiffre d'affaires à l'étranger. Les États-Unis étant notre premier pays, on fait le choix de surfer ou en tout cas de construire sur la notoriété de la marque. Donc on a 2/3 de notoriété, mais aujourd'hui on a assez peu de clients par rapport à la population française. Donc là on a élargi les canaux de distribution avec un prix plus bas. On est entré chez Carrefour il y a quelques semaines. On va rentrer dans toute la grande distribution pour aller au bout de cette mission de fabriquer un slip pour tous les Français. Et dans un temps 2-3, on verra si on relance l'international. Mais c'est vrai que l'Inter, dans l'idée, c'est super, mais la réalité, c'est que c'est quand même compliqué. Il faut des investissements, il faut prendre des risques. C'est beaucoup de complexité, douanière, logistique, web et tout. Donc pour l'instant, on garde ça au chaud. En 2015, 2007, 2016, à l'époque de la start-up, on était au Japon, à Corée, à Hong Kong et tout ça. Et c'était super, mais c'est difficile à rentabiliser. Donc voilà, pour l'instant, on se concentre sur bien faire les choses et plutôt élargir la diffusion plutôt que se concentrer sur l'Inter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Au début, tu as parlé de tous les outils qui étaient plugués sur PrestaShop, qui pouvaient éventuellement ralentir PrestaShop. Qu'est-ce qui sont devenus ces outils ? Est-ce que Shopify a remplacé certains de ces outils ? Est-ce qu'ils ont suivi ces autres outils ? Ou est-ce que vous les avez remplacés par encore d'autres outils ? Globalement, il y a des trucs qu'on a enlevés parce que on était parfois trop compliqué à vouloir le truc parfait. Et donc il y a des choses qu'on a enlevées dans la refonte, mais sinon on a plutôt suivi et débranché, reconnecté le RP, les caisses magasins. On a changé de CRM, on était sur comment il s'appelle, Splio, on est passé sur Klaviyo. Donc on a la plupart des briques, on les a débranchées, rebranchées, mais au passage ça a été l'occasion de se reposer la question sur chaque truc et d'enlever ce qui n'était pas forcément nécessaire. Mais globalement, sur le périmètre fonctionnel, en tous les cas, ça n'a rien changé. Donc c'est le site, tu as les mêmes fonctionnalités, voire un peu plus qu'avant. Mais... Et surtout, l'avantage, c'est que voilà, on a une veille en continu sur tout ce qui se fait. On peut brancher, débrancher des trucs. Et moi, vraiment, le truc le plus marquant, c'est le tunnel de paiement. Enfin, quand on est commerçant, c'est pas notre job. Enfin, de savoir est-ce qu'il faut cliquer à droite, à gauche, plus gros, plus petit. Enfin, voilà, comme le cœur de métier est compliqué, je pense qu'il faut se concentrer sur voilà, le produit, le prix et le client et laisser les autres bosser sur le tunnel de paiement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. On est large, il reste 10 minutes encore. Bonjour, justement, pour faire la transition sur le paiement en PSP, vous êtes parti avec la solution de Shopify ou avec un autre PSP ? Alors, on a, comment il s'appelle ? On a passé pas Shopify, on a Stripe aujourd'hui qu'on avait historiquement. Vous aviez historiquement. Donc on a embarqué Stripe dans la refonte.
Et aujourd'hui, pour moi, le sujet, il est surtout tarifaire. Parce qu'ils sont peut-être dans la salle, et si je dis une grosse connerie, ils m'en excusent, mais en vrai, il n'y a pas non plus une énorme valeur dans le choix du PSP de ce niveau-là. Donc voilà, soit on arrive à une bonne négo avec Shopify et on passera avec eux, soit on restera avec l'actuel. Mais c'est vrai qu'à notre niveau de chiffre d'affaires, je crois que l'ordre d'idée, c'est 200 ou 300 000 euros par an. Donc c'est un vrai sujet important. Globalement, aujourd'hui, en fonction des besoins des marques, l'international, pas l'international, multidevise, pas multidevise, il y a différents critères qui vont permettre de choisir, mais c'est sûr que le prix en fait largement partie, surtout quand le marché principal, c'est la France. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Bonjour, Neila, merci pour votre présentation. La question que j'ai, c'est vous faites des slips français, mais vous ne faites pas que des slips français. Quelle est la part en gros du slip parmi tous les produits dans le chiffre d'affaires? Alors le sous-vêtement, c'est 80% du chiffre d'affaires. Et là-dedans, je vous donne une stat nationale qui est à peu près la nôtre aussi. Alors les mecs en France, c'est toujours le moment où vous pouvez les ramener chez vous. Les mecs en France portent plutôt 55-60% de boxers. Un vrai 30% de slip, ça c'est rassurant, vraiment le slip. 8-10% de caleçons, caleçons tissu chemise. Et ça ne fait pas tout à fait 100% parce qu'il y en a qui prennent un peu plus de risques en matière de sous-vêtements. Voilà, ça c'est la petite stat pour votre déjeuner. Mais non, le sous-vêtement pour hommes, c'est 80% du chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, on a démarré en étant très spécialisé sur le sous-vêtement homme. On a grandi très vite en élargissant le catalogue, en partant sur la femme, en développant plein de trucs. Et en fait, on a vraiment recentré. On s'est un peu fait avoir, comme sûrement pas mal d'entre vous, Boîte Web pendant le Covid, où on a fait 2 années exceptionnelles à plus 30% de croissance et on a, sans dépenser de marketing, on vendait tout ce qu'il y avait sur le site, mais on avait un peu oublié que la raison pour ça, c'est que tout était fermé à côté. Mais ça, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. Tu te dis que tu es trop fort, mais non, en fait, c'est juste que les autres sont fermés. Et donc, quand les autres ont réouvert, on a arrêté de vendre la femme et les petites vestes en pyjama, et voilà, et on s'appelle le slip français. C'est notre plus grande force et peut-être notre plus grande limite. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se ressent sur le sous-vêtement homme. Et voilà, Dim, ça a eu fait 300 ou 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si je vais réussir à faire ça, mais en tout cas, moi, mon ambition, c'est de fabriquer un sous-vêtement de qualité pour tous les Français et d'être au bon prix. Et ce n'est pas le sujet du jour, mais on a ouvert notre propre usine. On fabrique aujourd'hui 12 000 slips par semaine dans notre usine qui s'appelle Bonne Nouvelle, qui est la plus productive en France. Et je pense que ça ouvre la voie à vraiment aller au bout du bon produit au bon prix. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai juste une question par rapport à Shopify, peut-être plus pour Colors. C'est la solution Shopify, on va dire classique, ou c'est la solution Plus? Et quel est le logiciel de caisse que vous utilisez en magasin, s'il vous plaît? Alors, du coup, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de différence dans l'absolu entre Shopify ou Shopify Plus. Hein. La plus grosse différence, c'est quand on fait du B2B, par exemple. En l'occurrence, le site français fait du B2B. Et après, c'est une question de volume d'affaires, parce qu'en fait, il y a des notions de commission en fonction du volume d'affaires. Donc, sur ce genre de volume, de toute façon, on est sur Shopify Plus, quoi qu'il arrive. Et après, pour les caisses, pour l'instant, il y a encore un système de caisse qui est Fastmag. On a branché la tablette mobile avec le Shopify POS. Mais on était dans un moment aussi, nous, on était plutôt en train de réduire la voilure. Il y a quand même un effet d'embarquement, d'embarquer les équipes et tout ça. Aujourd'hui, on a 6 boutiques. Donc Fastmag, ça marche très bien. Et il y a le POS. L'intérêt du POS en magasin, c'est de pouvoir proposer un peu tous les services annexes, typiquement la broderie personnalisée, la livraison dans un autre magasin. Enfin voilà, ce genre de trucs. Donc on l'utilise à la marge. Je pense que c'est, hors d'idée, 10-15%, même pas 10-15% des transactions. Et en tout cas, on utilise, nous, le magasin comme un vrai lieu de magasin. Et voilà, c'est des petites boutiques où on repart avec son slip globalement. Le reste est un peu plus à la marge, quoi. Mais le POS de Shopify fonctionne très bien et peut être très pratique. Mais ça marche bien. Merci beaucoup. Bonjour, je comprends votre argument de dire que vous voulez vous focaliser sur votre métier de marchand, le produit, le prix, et donc prendre une solution e-commerce qui gère le reste. Et d'un autre côté, on dit beaucoup que Shopify, c'est un peu comme de la location longue durée versus de l'open source où on a son site à soi. Vous considérez pas que le site, c'est un asset que vous avez envie de posséder? C'est secondaire par rapport à l'activité? Enfin, là-dessus, quel était votre arbitrage? Je pense qu'il y a un arbitrage très pragmatique. On est une petite boîte dans un moment compliqué. On fait quelques centaines de milliers d'euros d'EBITDA. Notre enjeu, c'est notre écriture à 12, 24, 36 mois. Et là-dedans, on ne s'est pas dit qu'il y avait un actif immatériel sur le site en lui-même. Pour moi, il est dans la marque, il est dans le fichier client, dans la notoriété, mais pas tant. Enfin, franchement, oui, il y a un historique de référencement et tout ça, mais je pense que
si on devait changer de plateforme demain matin, ce serait très compliqué, mais je pense qu'on arrivera à le faire et qu'on arrivera à embarquer. Enfin, aujourd'hui, 60% de notre chiffre d'affaires, c'est le CRM. Donc je pense qu'on arriverait à transphaser ça assez rapidement sur autre chose. Je me trompe peut-être, mais on a tellement à gagner en tout cas en prenant un truc, c'est voilà, commodité sur la partie e-com que... Ouais, et même plus que commodité, il y a vraiment aussi... C'est vrai qu'on renonce à cet aspect actif, mais en même temps, il y a ce côté où on va bénéficier de la veille et des optimisations qui vont se faire naturellement sans même qu'on y ait à réfléchir. Donc, ouais, puis un actif, ça reste plutôt des brevets, des méthodes, des organisations. Un site web, ça a vocation à disparaître quoi qu'il advienne, puisque de toute façon, ça évolue tellement vite aujourd'hui. Finalement, on dépense de l'argent, on dépense beaucoup d'argent sur un pseudo-actif qui finalement est obsolète. Et peut-être une autre façon de répondre, c'est que je pense que aujourd'hui, moi, je suis très heureux de cet outil Shopify, mais je pense que la marque, son boulot, c'est le bon produit au bon prix, mais toujours d'être aussi en veille des outils. Si demain, c'est plus Shopify, il faudra qu'on sache bouger ailleurs. Donc, et Colors aura évidemment le coup d'avance pour nous accompagner sur la suite, mais c'est comme sur les réseaux sociaux, il y a toujours l'avenir à écrire. Et je pense que ça, par contre, être en veille et regarder ce qui se passe, c'est important et de s'assurer qu'on a toujours la bonne plateforme. Et je pense que comme on a un début de taille critique, on est petit, mais je pense qu'on fait partie d'assez gros marchands sur Shopify, de se dire, moi je ne veux pas bouger le premier sur Shopify, on n'a pas fait partie des premiers, ça c'était volontaire, de dire ok, on va attendre qu'il y ait quand même un peu de maturité sur le truc, de vérifier qu'il y ait des boîtes plus grosses que nous, qui ont un peu plus de moyens et de pérennité qui puissent le faire. Moi je sais que le fait qu'une boîte comme Jot passe dessus, qui faisait déjà 50, 60 millions de chiffre d'affaires, fasse la transition, je me suis dit ok, là c'est le moment d'y aller, et quelque part prendre une décision moins risquée pour notre transition à nous. Est-ce qu'il y a une dernière question? Le temps pour une dernière. Ah. Bonjour, j'avais une question par rapport à votre CRM. Vous générez 50 à 60% de votre chiffre d'affaires en ligne grâce au CRM. Une newsletter quotidienne sur 4 segments différents. Comment est-ce que vous arrivez à trouver l'inspiration pour créer du contenu de qualité quotidiennement, chaque jour, pour obtenir des taux d'ouverture, des taux de clics et des taux de conversion suffisamment élevés? Justement parce qu'on se concentre sur notre métier et je crois que c'est vraiment ça. Et moi, c'est comme ça que j'ai créé le slip. C'est une marque de contenu. C'est l'histoire qu'on raconte. Donc, on a un point de départ qui est ce pari de la fabrication française avec un slip. Donc, c'est être vraiment ancré dans les valeurs de marque et d'expliquer ce qu'on fait. Mais oui, c'est super dur. Mais je pense que ça prouve bien que le vrai sujet, il est là. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Ce qui fait venir les clients, c'est ça. C'est la différenciation par rapport aux autres. Et du coup, comme on a les bons outils, quelque part, on peut mettre ce temps-là de qualité à se dire tous les jours comment on vient surprendre nos clients. Et c'est vachement dur à faire. Bon, merci à tous. On a un stand juste à côté, F79, si vous voulez. Guillaume sera peut-être avec nous encore un tout petit peu. Donc si vous voulez continuer la discussion là-bas, pas de souci. C'est Colors, il y a une grande tour jaune juste en face de Shopify. Merci beaucoup. Merci beaucoup.